Alors, comme je vous le disais, je ne veux pas tout développer, mais il faut avoir ça à l'esprit. La révolution iranienne, elle n'est pas venue comme ça, elle n'est pas tombée du ciel. Et ailleurs, dans tout le monde musulman, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Et notamment, vous avez deux grands mouvements qui sont apparus, ou qui, en tout cas, ont pris un essor nouveau à partir des années 1970. Deux mouvements dont vous entendez parler aujourd'hui souvent, hein, le salafisme wahhabite et le mouvement des frères musulmans. Alors c'est deux mouvements différents, mais qui en même temps, euh, ensemble, aujourd'hui, sont en train de tricoter une nouvelle manière de vivre l'islam dans le monde, voire d'imposer l'islam. Je dis deux mots rapides sur ces deux mouvements, enfin vous les connaissez, mais deux mots rapides, quoi. Le salafisme wahhabite. Alors en fait, c'est un mouvement qui est très ancien, puisqu'il est apparu au XVIIIe siècle en Arabie, à l'initiative d'un savant, Abdel Wahab. Et ce savant, quand il commence à avoir un certain rayonnement au cœur de la péninsule arabique, il est rejeté par la majorité des tribus de l'Arabie, qui disent celui-là, c'est un ultra, il est fou, voilà, on le rejette. Sauf que ce savant, il va faire alliance avec un chef de tribu, les Séouds, et qu'il va y avoir un pacte entre eux, un peu comme il y a eu un pacte précédemment entre Charlemagne et le pape, c'est-à-dire qu'ils vont décider d'unir leurs forces, l'un donnant un peu l'onction spirituelle au chef de tribu, et le chef de tribu, en retour, protégeant, acceptant d'être le bras armé du penseur religieux. Et ce pacte, il s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui, avec cette différence que au XVIIIe siècle, la tribu des Séouds ne compte pas, ni Ibn Wahab, mais progressivement, cette alliance va vouloir prendre le contrôle de toute l'Arabie, et ils vont finir par prendre le contrôle de toute l'Arabie, jusqu'à créer en 1932 l'Arabie saoudite. Et ce mouvement, donc, qui est une alliance entre, on pourrait dire, le trône et, on ne va pas dire l'autel, mais le minbar, je ne sais pas. Euh, eh bien, cette alliance, elle fonctionne toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un pays, l'Arabie saoudite, qui finance les princes multiples ont toute liberté de vivre comme ils l'entendent, de faire des alliances avec les mécréants et en particulier avec l'Amérique pour la gestion du pétrole. Mais en échange de quoi? Eh bien, ils financent la propagation de l'islam saoudien, qui est un islam particulier, cet islam wahhabite qu'on appelle aussi islam salafiste. Alors c'est un mouvement qui est ancien, qui a permis le contrôle de l'Arabie à partir du début du XXe siècle, et puis surtout la création du royaume saoudien en 1932. Mais ce mouvement va trouver un nouveau dynamisme après la guerre du Kippour de 1973, cette guerre où toutes les puissances arabes, quels que soient les régimes politiques, se coalisent pour essayer de défaire Israël, et ils vont échouer une fois de plus. Et les Saoudiens, en mesure de rétorsion à l'égard de l'Occident qui avait soutenu Israël, ont décidé de contrôler, de remettre le prix du pétrole à leur guise, d'où la première crise pétrolière, etc., dont vous vous souvenez. Voilà. Mais là, il y a vraiment une date, 73-74, où l'Arabie saoudite décide d'une nouvelle réislamisation du monde, c'est-à-dire faire en sorte que les musulmans retrouvent l'orthodoxie islamique, parce qu'ils sont censés l'avoir perdue, et puis même, progressivement, l'idée que, grâce aux facteurs migratoires, ben, l'islam peut s'étendre sur la surface du monde. Je suis assez étonné du fait qu'on développe très peu cette question-là, cette idée de la nouvelle islamisation. Mais quand on regarde l'histoire de l'islam, eh bien là, il y a vraiment un grand tournant. Il y a vraiment un grand tournant. C'est-à-dire que, vous savez, l'islam s'est développé très très vite, mais après, il connaît un coup d'arrêt.
en particulier à la suite des croisades, puis de l'expulsion des musulmans d'Europe, d'Espagne. Il y a un coup d'arrêt où, en gros, du XVIe siècle au XXe siècle, le monde musulman ne bouge pas beaucoup. Alors, il y a des situations particulières, hein, mais de manière générale, il ne bouge plus beaucoup. Et là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Donc, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit, cette dimension de la nouvelle islamisation. Moi, je mets un peu en parallèle avec la nouvelle évangélisation de Jean-Paul II, parce que c'est deux grands mouvements de revivalisme qui sont importants et qui expliquent en partie ce qui se passe. Il y a un autre mouvement qui est très important aussi, qui s'articule tout en étant concurrent, adversaire, mais parfois allié, c'est le mouvement des frères musulmans, hein, qui lui est né en Égypte dans les années 1920, mais alors lui, contrairement au wahhabisme, qui est un mouvement réactionnaire, conservateur, patriarcal, antiféministe, etc., le mouvement des frères musulmans est un mouvement qui, au plan social, est révolutionnaire, presque marxiste dans ses analyses, et qui est pour la promotion des femmes. Mais en même temps, c'est un mouvement très conservateur sur les questions, on va dire, d'approche du texte coranique et des relations, alors, des mœurs, on va dire des mœurs. Enfin, c'est compliqué parce qu'il est conservateur tout en étant moderne. Enfin, c'est jamais simple les choses. Hein. Il est un peu comme les courants évangéliques. C'est-à-dire que les courants évangéliques, ils vont, certains en ont la pratique, quoi. Ils vont être très modernes par certains aspects quand il s'agit d'utiliser les nouveaux moyens de communication, la prise en compte d'un certain nombre de libertés individuelles, mais en même temps, sur l'évolution des mœurs, ils seront assez stricts. Alors ces deux mouvements sont opposés d'une certaine manière, puisque les frères musulmans considèrent, sans doute avec raison, que les salafistes wahhabites sont des obscurantistes, mais en même temps, comme ils sont l'un et l'autre désireux d'une nouvelle islamisation du monde, ils ont aussi des solidarités entre eux. Voilà. À la fois adversaires et alliés, complémentaires dans un certain nombre de circonstances. Tout ça, quand on a ça en tête, ça explique une grande partie de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Que ce soit en Afrique ou que ce soit ici en Europe, évidemment dans les pays musulmans du Maghreb qui nous sont plus proches. Je pense que dans la discussion tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous pourront dire ce qu'ils ont observé en Afrique, ou ce qu'ils observent en Afrique. Les changements, tout un islam africain qui change. Il n'est plus le même aujourd'hui qu'il était il y a 30, 40, 50 ans, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, etc. Et puis il se développe ailleurs, dans des pays où il n'y avait pas d'islam et où maintenant il y a de l'islam. Je pense Congo démocratique.